Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la criminalité est en hausse dans les principales villes du Cameroun. À Bouda, le corps mutilé d'un adolescent a été retrouvé aux côtés de son bourreau qui est soupçonné de trafic d'organes humains. Ce feuilleton macabre s'inscrit dans une saga de chasse à l'homme engagée à Douala, une ville où des échanges de coups de feu entre gendarmes et brigands ont sémé la panique. Dans ce journal, on fait le point sur la réactivation de la lutte contre la grande criminalité au Cameroun. Contre toute attente, le président ivoirien entretient le mystère sur l'alternance à la tête de son pays. À 2 ans de la fin de son mandat, Alassane Ouattara n'exclut pas de se porter encore candidat à l'élection présidentielle en 2020. Qu'est-ce qui explique cette attitude de certains dirigeants africains à s'éterniser au pouvoir, piétinant la constitution de leur pays? Élément d'analyse à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un crime effroyable dans les Bamboutos, la mise à mort d'un adolescent de 16 ans qui suscite l'émotion et la consternation, principalement à Bouda. Son corps a été retrouvé mutilé, ses yeux arrachés, ses oreilles, c'est également son nez qui ont été arrachés par des personnes inconnues. Des témoins soupçonnent son présumé bourreau qui est présenté comme un déficient mental. Et cette affaire a une forte odeur de crime rituel et de trafic d'organes selon les premiers éléments de l'enquête. Reportage, Raphaël Tcheko, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Des habitants de Bamesingé, tout en colère, lançant des projectiles contre ce jeune homme à même le sol. Le prénommé Frédéric, malade mental, est accusé d'avoir tué un adolescent de 16 ans, élève au lycée technique de Bouda. Sur cette image, le corps sans vie de l'antimanfo Joseph, gisant dans une mare de sang. À y écarquiller les yeux, l'on voit bien un visage plus ou moins défiguré. Pour préserver les âmes sensibles de l'horreur, nous nous rapprochons sans toutefois filmer. Le spectacle donne froid dans le dos. Des oreilles tranchées, des yeux excavés des orbites, narines et lèvres arrachées. La tête du défunt est méconnaissable. Les organes charcutés sont introuvables. Selon des témoignages, le bourreau aurait croqué à pleines dents ses parties de la dépouille de sa victime. La douleur est immense pour cette famille inconsolable qui perd ainsi brutalement un enfant plein de vigueur et de vitalité. Présenté comme malade mental, interné dans ce centre dit spirituel de prise en charge, appartenant à un certain Élie Sévérin Kouété, dit le prophète. Il se raconte dans ce centre de déréglés mentaux aux allures d'église de réveil que Frédéric, plus de la vingtaine sonnée, ferait partie des cercles magico-sataniques et ésotériques. Devenu très agité et très violent, Frédéric a vu ses 4 membres ligotés de chaînes et c'est sous la pression de ses maîtres occultes qu'il se serait libéré pour aller capturer sa proie, la zigouiller dans ce champ de maïs et en faire sacrifice aux démons. De nombreux observateurs y voient plutôt la manipulation de Frédéric à des fins de crimes rituels. Une enquête de police est en cours pour élucider les circonstances exactes et les mobiles réels de ce crime qui suscite encore émoi et consternation au sein de la population des Bamboutos. Porté disparu juste après le forfait, le prophète Élie Sévérin Kouété et son malade mental sont pour l'instant gardés à vue au commissariat de sécurité publique de Bouda. Restons à l'ouest où 2 présumés kidnappeurs sont placés en garde à vue au groupement territorial de gendarmerie à Bafoussam. Ils sont accusés d'avoir enlevé un enfant de 3 ans et exigé une rançon de 3 millions de francs CFA. Et le comble dans cette affaire, l'enfant en question n'est autre que le cousin de l'un des présumés ravisseurs. Ils ont été interpellés lors d'une embuscade qui a été tendue à Bafoussam. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Captif pendant 3 jours, le petit Aaron Koupou-Simba est désormais libre après avoir été kidnappé du domicile familial à Thioville, un quartier de Bafoussam. Le cerveau de cet enlèvement, le voici. Patrice Ndjoumbi, 32 ans, cousin de la victime, habitait la maison de son oncle.
Aidé par son complice Naoussi Serge, 28 ans, le jeune homme a préparé son coup à la suite d'un désaccord avec son oncle. En fait, mon neveu a été parmi l'un des commanditaires et même parmi les ravisseurs. Donc je suis navré de le dire, mais c'est la vérité. Le neveu, de retour d'une aventure foireuse à l'étranger, a sollicité le concours financier de l'oncle pour reprendre le chemin de l'immigration clandestine vers l'Europe. Ne pouvant satisfaire illico presto la demande du jeune homme, l'oncle va lui remettre une somme de 50 000 francs CFA pour mener une activité en attendant l'aide sollicitée le moment venu. Ne voulant point entendre de cette oreille la proposition de son oncle, Patrice Ndjoumbi se résout à enlever le môme et exiger une rançon. Ils m'ont appelé disant que je devrais verser une rançon de 3 millions dans les 3 jours qui suivaient. Le 4e jour devait les amener à monter la rançon à 4 millions et ça devait aller de façon croissante. Ne pouvant supporter le chantage de son neveu et laisser son fils captif, Oncle Mba saisit le bureau spécial de recherche et des enquêtes criminelles du groupement territorial de gendarmerie de la MIFI. Et c'est ainsi que les 2 kidnappeurs tombent dans une embuscade des forces de maintien de l'ordre et l'enfant récupéré, sain et sauf. La population ne nous est pas dans de pareils cas. Dès qu'on saisit les parents, ils sont pressés de donner la rançon. Ne donnez pas la rançon, faites confiance aux forces de maintien de l'ordre et vous allez voir les résultats. Voilà le cas aujourd'hui. Le petit garçon de 3 ans et demi est désormais libre, pendant que ses 2 bourreaux sont gardés à vue dans les locaux du groupement territorial de gendarmerie, attendant d'être déférés au parquet pour répondre de leurs actes. C'est une scène digne d'un film western vécu cet après-midi à Douala. Un gang de malfrats pris en filature a ouvert le feu sur des gendarmes. Les échanges de coups de feu ont sémé la panique et ont duré durant plusieurs heures. Le chef de gang a été tué. Ses complices ont cédé face à la puissance de feu des gendarmes. 5 bandits grièvement blessés ont été arrêtés. 2 autres sont en fuite et ceux qui ont été arrêtés sont placés au groupement de gendarmerie territoriale dans le 1er arrondissement de Douala. Dans le reste de l'actualité, c'est un grand déballage après les démolitions des comptoirs de fortune des commerçants installés sur les emprises de la route au marché central de Douala. Ces commerçants sinistrés sont aux abois et ils dénoncent le réseau d'arnaques qui a prospéré durant de nombreuses années sur les emprises de la route non loin du marché central de Douala. Reportage Kate Diarra. Voici le nouveau visage du lieu-dit, Carrefour Anatole, au marché central de Douala. Jadis encombré de comptoirs, de commerçants et de nombreux vendeurs à la sauvette, il est aujourd'hui totalement ouvert pour le plaisir des usagers de la route. Maintenant c'est libre et ça fait le bien de tous. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que ce tronçon qui mène en plein cœur du marché central de Douala a été dégagé par les agents de la communauté urbaine. Et depuis lors, les commerçants qui opéraient à cet endroit sont sonnés et en perte de repères. Je suis à terre, Mbale, la location. On fait comment? Les enfants à nourrir. Combien de personnes ont cassé cela? Combien de personnes soutiennent les familles? Combien de familles on a détruit cela? On veut envoyer les gens à la prostitution, au vol. On demande aux gens d'entrer, de se constituer en groupe et entrer pour acheter, pour payer là-bas dedans c'est 10 000 francs. C'est 20 000 qu'on demande. Une boutique c'est 100 000 francs mon ami. Pourquoi tu payes combien? Tu gagnes combien? Et en plus 1 an avec les cautions de par-ci par-là. Pour les connaisseurs, cet endroit était réputé pour la qualité du travail de ses coiffeuses, de véritables professionnels de la création et de la rapidité. Les vendeurs de vêtements, de chaussures et de bijoux de premier choix y avaient également installé leur nid. Désormais condamnés pour la plupart à errer tout le long du tronçon, à la recherche des clients habituels, ils réclament. On ne peut pas faire le marché sans le sauveteur, même partout il y a toujours le sauveteur qui se débrouille à côté. Même le vendeur racine qui vend à main, c'est toujours un sauveteur. Donc on a habitué de se débrouiller comme ça. On gagne notre pain ici, c'est ici qu'on nourrit nos enfants. On n'a pas où aller. Regardez tout le monde en train de souffrir. On est au soleil, on n'a pas où partir. En effet, c'est en 2009, après le grand incendie qui avait dévasté le marché central, que ces commerçants avaient été installés là, par le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala. Et ce, en attendant la reconstruction de leur boutique ravagée par les flammes. Aujourd'hui, quelques-uns ont été recasés et si les casses de ce week-end ne concernaient que les commerçants jadis installés sur le trottoir, ils assurent que la communauté urbaine est allée au-delà
en détruisant le long des murs de nombreux autres vendeurs qui avaient pourtant payé très cher pour leur espace. Les sauveteurs qui sont, n'est-ce pas, alignés sur ce paramètre du marché ont versé la modeste somme de 1 million de francs à l'un des régisseurs de ce marché. Cela rentre dans l'ensemble des abus que notamment les sauveteurs et les commerçants en général sont en train de subir depuis un certain temps. 1 265 000 francs CFA par comptoir, pour être précis, de quoi provoquer de nombreux grincements de dents, mais surtout une nouvelle polémique. Dans la journée de vendredi, nous avons eu les rumeurs, pas sur notre écrit, rumeurs qu'on devait casser au niveau de la route. Ceux qui sont sinistrés, les sinistrés, et non nous. En rentrant, on savait que le mieux est sauvé. Mais très tôt le matin, que nous revenons dimanche, nous retrouvons encore le mur déjà détruit. Les commerçants, réunis en association, assurent vouloir entrer en possession de leur argent ou alors d'un nouvel espace. Ils projettent demander une audience pour rencontrer le délégué auprès de la communauté urbaine de Douala afin de lui soumettre à ce problème qui les plonge dans la tourmente. Il y a quelques jours encore, il était totalement impossible pour n'importe quel usager de la route d'emprunter ce tronçon qui vous dépose en plein cœur du marché central de Douala, occupé comme il était par des commerçants issus des incendies de 2009 qui avaient terrassé le marché et qui, pour se recaser, avaient été mis là, disent-ils, par le délégué de la communauté urbaine. Aujourd'hui que les agents de la communauté sont passés, la route 7 passe, mais les commerçants se plaignent. Ils se plaignent de n'avoir pas été recasés. Ils veulent désormais un seul endroit sécurisé dans lequel gagner dignement leur vie et subvenir aux besoins des membres de leur famille. Pour Equinox Télévision, nous sommes Farel Bounia et Kediaha depuis le marché central de Douala. Face à cette urbanisation galopante et ce déficit criard en eau potable, le gouvernement est-il en panne de solutions? Les annonces faites lors du dernier conseil de cabinet qui s'est tenu à l'immeuble Étoile à Yaoundé ont laissé entrevoir des stratégies incapables de résoudre les problématiques majeures et urgentes de la vie des populations depuis quelques mois au Cameroun. Explication avec Guy Zogo. De l'eau, l'électricité et l'aménagement urbain au menu. Tels sont les sujets qui ont été récemment au centre du conseil de cabinet du mois de mai, présidé par le Premier ministre. Gaston Elundu Essomba, le ministre de l'eau et de l'énergie, et Jean-Claude Mbouenchou, le ministre du développement urbain et de l'habitat, y ont délivré 2 exposés. S'agissant du ministre de l'eau et de l'énergie, dont l'exposé portait sur les enjeux et perspectives de la mise en œuvre des réformes dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, il a souligné qu'avec le non-renouvellement du contrat d'affermage de CDE, l'État a repris entièrement la gestion de ces secteurs de l'eau au Cameroun. Il a ajouté que la capacité en eau de Yaoundé et Douala allait être renforcée de 300 000 mm3 et 30 000 mm3 supplémentaires. De plus, il a précisé que les communes de certaines localités ont été dotées en personnel dédié aux questions de la gestion hydraulique. C'est aussi un constat satisfaisant que Gaston Elundu Essomba a dressé au sujet du secteur de l'électricité en relevant que celui-ci a été ouvert à la concurrence tant dans la production, l'importation que l'importation. D'après lui, ce secteur est aussi bien doté avec une agence de régulation, une autre destinée au secteur rural, la Sonatrade pour le transport de l'électricité et Électricité du Cameroun EDC pour la gestion des actifs de ce secteur. Pour sa part, le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, dont l'exposé portait sur l'aménagement urbain au Cameroun, a souligné que celui-ci se poursuit dans les villes de Douala et Yaoundé, notamment avec la construction de 14 km de drains sur l'Omfundi à Yaoundé et 39 km de drains à Douala. Il a en outre fait mention de la construction de logements sociaux à Bamenda, Bafoussam, Limbe et Sangmilima. Si le Premier ministre a recommandé aux ministres concernés d'accélérer ces travaux, rien en revanche n'a été dit ni sur la situation difficile d'EDC où le directeur général a reçu une demande d'explication de la part du ministre de l'eau et de l'énergie sur un certain nombre d'indélicatesses, encore moins sur les délestages dont les Camerounais continuent à être victimes.
Même silence radio sur la récurrence des inondations à Yaoundé dès la moindre pluie, alors que le chantier d'aménagement du canal du Foundi se poursuit et est cité en exemple. Des réalités souvent contraires aux affirmations du gouvernement lors de ses conseils de cabinet. Autre défi majeur pour le gouvernement, ce sont ces épaves qui obstruent les espaces du port autonome de Douala depuis 34 ans. Les pouvoirs publics ont décidé d'engager une opération d'assainissement et de viabilisation de ces espaces pour améliorer la compétitivité du port autonome de Douala. Reportage Auréole Tchoumi, Innocent Abega et Séverin Tchouban. Des chefs traditionnels qui se concertent, un ministre qui donne le coup d'envoi, une épave qui sort de l'eau. C'est le lancement de l'opération enlèvement des épaves au port autonome de Douala. Les épaves, obstacle majeur à la navigation dans les eaux du fleuve Vouri. La dernière opération d'enlèvement effective remonte à 33 ans. Depuis, toute tentative d'assainissement des plans d'eau, des quais et des darses du port autonome de Douala ont échoué. Une épave dans l'eau constitue une barrière dans l'eau. Donc, les bateaux qui naviguent peuvent évidemment heurter cette épave. Au lieu de heurter l'épave, en voulant éviter cette épave, peuvent échouer. Nous naviguons dans un chenal qui fait 150 mètres de large. Si une épave se retrouve dans ces 150 mètres, il est probable qu'en essayant de l'éviter, que cette épave se retrouve hors du chenal. On recense 103 épaves à Douala, Limbe et Tiko. 80 sont au port de Douala. Leur influence est néfaste sur la navigation et la sécurité de l'environnement. Au niveau de l'exploitation, les impacts sont encore un peu plus lourds parce que nous perdons des quais qui devraient nous rapporter de l'argent. Des quais. Sur le quai, c'est sur le quai que le bateau vient accoster pour permettre des échanges. Et une fois que ces postes à quai sont occupés par une épave, ça fait des postes en moins pour l'exploitation du quai, du port de Douala. Le port de Douala-Bonabéry est sous la menace permanente d'un déversement et d'une pollution à grande échelle de ses eaux. Ces épaves fragilisent depuis 3 décennies la conservation de l'écosystème marin. Vous entendez souvent parler d'engorgement. L'engorgement, c'est une série de phénomènes qui commence par la réduction des espaces d'accueil des navires et puis de traitement de la marchandise. Et l'opération qui est en cours est une opération vitale pour l'exploitation du port. Ici, le manque à gagner est criard pour le port autonome de Douala. À titre d'illustration, les quais d'attache des bateaux de la Marine nationale sont inexploitables et leurs engins ont été amarrés au poste 11. Un quai commercial qui entraîne une perte d'1,2 milliard de francs CFA chaque année. Notons que ces navires occupent ce poste depuis bientôt 5 ans. Le fleuve Vouri regorge une centaine d'épaves et nous avons décidé de commencer par les plus dangereuses. Les 25 premières épaves qui entravent l'exploitation du port sont celles qui constituent cette phase du projet. Bien évidemment, le changement escompté est notoire. Vous avez suivi la présentation technique. Mais pour l'autorité portuaire que je représente ici, pour nous, c'est l'exploitation optimale du port. Cette opération, menée par la compagnie italienne Bonifacio, va durer 9 mois. Elle porte sur l'enlèvement de 25 épaves. Désormais, il sera question de veiller au strict respect des dispositions permanentes de la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves de navires et du Code communautaire de la marine marchande de la CEMAC. Contre toute attente, le président ivoirien entretient le mystère sur l'alternance à la tête de son pays. À 2 ans de la fin de son mandat, Alassane Dramane Ouattara n'exclut pas de se porter candidat à sa propre succession. Une attitude propre aux dirigeants africains, très peu lésinent sur les moyens pour bafouer les accords et s'éterniser au pouvoir. Des précisions et des explications dans ce reportage que signent Joël Essengue et Ike Cyril. Alassane Ouattara entretient le flou sur son avenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président d'honneur du RDR, qui boucle un 2e mandat présidentiel en 2020, a laissé entendre dans les colonnes de Jeune Afrique qu'il se prononcera sur son avenir politique en 2020 justement. Le président de la République de Côte d'Ivoire va plus loin en affirmant qu'il n'a jamais rien promis à Henri Konan Bédié. Son allié depuis la présidentielle de 2010
attend pourtant le retour de l'ascenseur. Si Alassane Ouattara décidait d'être à nouveau candidat, il ferait voler en éclats l'accord supposé ou réel passé avec Henri Konan Bédié et qui prône l'alternance entre les deux hommes à la tête du pays. Les tergiversations actuelles d'Alassane Ouattara montrent combien il est difficile pour les chefs d'État africains de respecter la parole donnée ou d'appliquer les accords signés. En 2015, Pierre Nkurunziza a refusé de quitter le pouvoir au Burundi, alors même qu'il venait d'achever 2 mandats à la tête du pays. Les accords d'Arusha du 28 août 2000, qui limitaient à 2 le nombre de mandats présidentiels pour la paix au Burundi, étaient ainsi foulés aux pieds. Situation quasi identique en République démocratique du Congo. En fin de mandat depuis 2016, le président Joseph Kabila reste accroché au pouvoir et rien n'indique que la présidentielle sera organisée dans un avenir proche en RDC. Les cas de Ouattara, Nkurunziza et Kabila sont illustratifs de la gravité de la situation, car ils sont nombreux, les chefs d'État africains, qui, lorsqu'ils ne bafouent pas les accords, ils torpillent tout simplement la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun a présenté une prestigieuse distinction qui était obtenue et qui récompense la qualité de sa bière Castel, qui est un produit phare de la SABC au Cameroun. Reportage. Une médaille d'or, l'une des plus hautes distinctions monde sélection. Castel Bière, 50 ans d'histoire, 50 années de savoir-faire, de savoir-être africain, 50 ans de qualité. Castel a reçu un prix d'or de la meilleure boisson. Donc, pardon, calme-toi, ne nous mets pas la honte maintenant. Tu as compris? Bah, le fois, tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Donc, Castel reçoit le prix de meilleure boisson de l'année, tu ne me dis pas. Regarde maintenant les choses que tu fais, regarde. Si tu me disais, sortant de la maison avec 300 bajos. Cette bière blonde de qualité supérieure est la reine des bières au Cameroun. Un conditionnement, un goût unique et un packaging royal qui méritait de s'imposer à travers le monde. Castel et Beaufort, ce sont un petit peu nos marques historiques, exactement. Donc on s'est dit, ok, on va se challenger, on va voir aussi au niveau mondial, même si nous avons en interne des tests, même si nous savons quand même que la qualité est très bonne, là on va le mettre au niveau mondial et voir. Monde Sélection est un institut de qualité international et indépendant fondé en 1961 à Bruxelles. C'est l'un des plus vieux concours en la matière dans le monde. Il y a eu 70 experts du monde entier qui nous ont hissé au sommet en disant que Castel Bière, une bière camerounaise, peut avoir une gold medal. Pour son premier test, Castel Bière, qui dessert 22 pays à travers le continent, s'est illustré comme une preuve patente de la promesse et des valeurs que prône la SABC. Performance, responsabilité, intégrité, loyauté, professionnalisme et innovation. Pour nous, c'est une récompense méritée parce que cette bière, depuis 50 ans qu'elle est présente au Cameroun, elle n'a cessé de monter, elle n'a cessé de franchir justement les plus hauts sommets des volumes. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que la communauté nationale et même internationale, que Castel soit aussi au plus haut niveau de cette gratification. Une visite guidée à la chaîne 8 de l'usine de Ndokoti suffit à conforter le positionnement de Castel Bière. Ici, chaque palier bénéficie de soins intensifs et d'une attention particulière. Le plus important, une mireuse installée à chaque étape de la chaîne de production. C'est un processus de contrôle automatique qui ne retient sur la chaîne que des bouteilles qui ont subi avec succès tous les processus de pré-vide, de pré-lavage, lavage, rinçage et au plus loin de la chaîne, conditionnement et étiquetage. À la dépalettiseuse, les palettes qui sont arrivées, on dépaletise, on enlève les caisses des palettes, on dépose sur le transporteur qui monte à la décaisseuse. On sort les bouteilles des caisses. On envoie sur les transporteurs. Les caisses vides continuent à la laveuse de caisse pendant que les bouteilles vont à la laveuse. Après la laveuse, on conduit sur les transporteurs de bouteilles vers la soutireuse. Après la soutireuse, on va au pasteurisateur.
dans le pasteurisateur pour enlever les micro-organismes. Après le pasteurisateur, on descend à l'étiqueteuse. À l'étiqueteuse, on habille. Après l'habillement, on va à l'encaisseuse. À l'encaisseuse, on récupère les bouteilles sur la table qu'on met dans les caisses qui conduit vers le palettiseur auquel on remet tous les casiers sur les palettes. Ces différentes mireuses installées à chaque début de chaîne sont en quelque sorte le petit secret de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Ceci pour le grand bonheur des consommateurs. On veut offrir aux consommateurs ce qu'on a de mieux. Et vraiment, Castelbière fait partie des boissons qu'on a de mieux. Toutes les boissons des brasseries sont des boissons de qualité. Castelbière a ce côté magique qu'il est justement la boisson de référence pour des personnes distinguées. Voilà donc la saga d'une marque qui encense le mérite et exalte l'effort. Castelbière, le goût de la réussite. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée sur Equinox Télévision.